On se retrouve sur le plateau télé FHP direct depuis Sant'Expo, édition 2023. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Delphine Balerdi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la clinique de Verdèche. Alexandre Berkès, bonjour. Vous êtes chargé de mission en partenariat Expérience Patient aux Hospices Civils de Lyon. Et Sidi Mohamed Gadi, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes patient partenaire à France Asso Santé et à la FVS, c'est bien ça? Merci à vous trois d'être sur notre plateau. On va parler des patients au cœur de la rénovation d'un système public de santé. Vous allez nous éclairer sur le sujet. Delphine, je vous pose la première question. Où en est l'expérience patient au sein de vos établissements ? Alors, je vais peut-être parler de mon expérience personnelle, que je connais peut-être mieux que l'expérience de tous les établissements de santé. J'ai découvert et pris conscience de l'expérience patient lors d'un voyage au Québec, organisé d'ailleurs par la FHP. Et j'ai entendu dire une patiente une phrase qui m'a marquée. Elle nous a dit « Vous, médecins, personnel soignant, vous êtes des experts de la maladie. Nous, patients, on est des experts de la vie avec la maladie. » Et cette phrase, elle a fait son chemin, et tout ce qu'on a découvert au Québec, je me suis dit effectivement, peut-être que dans nos organisations, on est trop centré soignant et finalement pas assez centré sur ce que recherche le patient. Surtout dans un établissement comme l'établissement que je dirige, qui est un établissement de soins médicaux de réadaptation, où nous avons une spécialité de système nerveux et nous accueillons des patients qui ont eu des graves accidents de la vie, qui vont bouleverser leur vie, souvent avec des facteurs de handicap, et il va falloir les reconstruire. Les réadapter, d'abord les rééduquer, mais surtout les réadapter. Et les réadapter autour de leur choix de vie. On va les réadapter à une autonomisation des gestes de la vie quotidienne, mais surtout, qu'est-ce que eux ils ont décidé de leur vie future et quels moyens nous on va pouvoir leur apporter pour atteindre leur objectif de vie future. Et l'expérience patient, pour moi, était essentielle dans la réhabilitation et la récupération de ces patients. Donc, on a monté un projet un peu ambitieux qui a duré 1 an, qui a été un peu interrompu par Covid, où on a essayé d'intégrer dans notre gouvernance et dans nos orientations stratégiques l'expérience patient et ce que les patients ont pu nous exprimer sur leur parcours de santé qui n'est pas simple. Ils arrivent chez nous, ils ont des séjours qui sont très longs, 6 mois, 1 an, des parcours de santé difficiles avec beaucoup d'intervenants. Et on avait envie de savoir comment vous avez vécu, vous, votre séjour. Nous, on a nos questionnaires de satisfaction, on a nos indicateurs qualité, HAS, etc. Mais la réalité du terrain, vous, comment vous avez vécu votre expérience à la clinique de Verdèche? Donc, on s'est fait accompagner et on a pris un panel de 45 patients qu'on a interrogés sur les points forts, les points à améliorer et comment ils ont vécu leur parcours. Et on a eu des surprises sur des choses qu'on pensait faire très très bien et que finalement n'étaient peut-être pas bien vécues par le patient. Et on leur a demandé ensuite de proposer des axes d'amélioration. Et ces propositions, on les a confrontées au vécu des professionnels. Parce que l'exercice le plus difficile, c'est de trouver un terrain d'entente entre la volonté des professionnels et ce que recherchent les patients. Et donc c'est une co-construction réelle de l'organisation des soins, de l'organisation architecturale des locaux entre ces patients, donc experts ou partenaires, et l'équipe de soignants. Donc on a fait plus de 50 points d'amélioration qu'on suit au fil de l'eau et c'est à peu près 1 an et demi de travail. Donc ça nous a apporté, je pense, de meilleurs indicateurs de résultats. Au-delà de ces indicateurs-là, on a mis en place des choses faciles finalement que les patients souhaitaient dans un esprit de réhabilitation de la situation de handicap. Vous allez nous en parler effectivement un petit peu plus tard. Alexandre Berkès, et je le disais, vous êtes chargé de mission partenariat et expérience patient aux Hospices Civils de Lyon. Comment vous travaillez-vous au quotidien? Racontez-nous. Je voudrais d'abord compléter quelque chose que Delphine a mentionné avant, c'est qu'à l'échelle nationale, donc moi je travaille sur un centre d'excellence qui couvre justement, qui travaille au Québec. Donc Delphine a rencontré des membres de l'équipe qu'on a construit en 2010 au Québec. Et justement en France, on va quand même plus vite que ce qu'on pensait. Il y a une recommandation sur l'engagement des usagers qui a été créée en 2020.
qui permet justement de soutenir l'accompagnement de l'engagement des usagers dans les soins, l'organisation des soins, la formation et la recherche. Et on a aussi une nouvelle certification des établissements qui vraiment, en termes d'audace, a réellement intégré des critères d'évaluation qui sont aujourd'hui édités sur l'engagement des usagers et sur l'intégration de l'expérience patient qui sont quand même assez exigeants. Donc aujourd'hui, la plupart du temps, au contraire, on a même des équipes qui ne savent pas forcément comment répondre à ces critères. Donc aujourd'hui, où on en est dans l'expérience patient, c'est un concept encore un peu flou, mais globalement, les institutions ont quand même saisi la balle au bon, ont mis des textes très formels, très coercitifs dans certains cas sur ces pratiques-là, et donc globalement, on ne va pas avoir le choix en tant qu'acteur de santé d'aller vers ces pratiques-là. Donc au quotidien, dans un établissement de santé comme le CHU de Lyon, les Hospices Civils de Lyon, ça ressemble à quoi en termes de déploiement au quotidien? Donc moi, je suis en binôme avec une patiente partenaire pour accompagner les professionnels du CHU qui veulent travailler avec des patients ou des personnes en situation de handicap ou des proches aidants. Donc toute personne qui a une expérience significative à la fois de la vie avec la maladie et ou des services de santé. Parce que ce qu'on va venir chercher, c'est justement de se dire, actuellement, dans notre service de santé, on n'a pas forcément la boucle de rétroaction la plus adéquate pour juger de la pertinence de notre travail. Est-ce qu'on répond adéquatement aux besoins populationnels en matière de santé? Et aujourd'hui, on a très peu de boucles de rétroaction de qualité là-dessus. Et vu l'ensemble des défis qu'on vit aujourd'hui, on se demande, est-ce que c'est en travaillant sur cette expérience patient qu'on va y arriver? Donc concrètement, on est une équipe composée de 4 personnes, avec le directeur qualité de l'ensemble des Hospices Civils de Lyon, la directrice adjointe, la chargée de relations avec les usagers, qui est donc en relation avec les associations de patients, les représentants des usagers, cette patiente partenaire avec qui je suis en duo. Et donc, on a une forme de guichet unique qui fait en sorte que toute personne, tout professionnel de l'établissement qui veut intégrer l'expérience patient davantage pour améliorer ses pratiques et l'offre de services, peut nous solliciter pour avoir un accompagnement méthodologique, c'est-à-dire identifier quels sont les usagers à mobiliser, comment les mobiliser et surtout, comment accompagner les professionnels à être capable de travailler avec ces usagers-là. Parce qu'on a beau les trouver, les bonnes personnes pertinentes qui savent comment faire, des fois c'est plus les professionnels qui sont en difficulté pour être capables de travailler avec ces personnes-là. Donc aujourd'hui, pour vous donner l'exemple, sur 2019 à 2023, on est à une 60aine de projets d'expérience patient accompagnés aux Hospices Civils de Lyon avec l'équivalent de 2.3, 2.4 ETP investis au quotidien. Sidi Mohamed Gadi, je le disais, hein, vous êtes patient partenaire. Comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit par Alexandre Berkes et Delphine Balerdi? Je trouve que c'est bien. C'est-à-dire qu'enfin, on tient compte de la parole de l'usager. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est que le système a été fait de telle manière que ce sont toujours l'offre qui domine et on pense que les gens doivent rentrer dans une case. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le soin, comme il dure, comme vous êtes en nécessaire, c'est des soins qui sont très longs. Il faut que la temporalité intervienne. Et quand la temporalité intervient, ça veut dire qu'on tient compte des possibilités des gens, de l'envie des gens, parce que des fois, on n'a pas envie de se soigner. Il faut le dire, on n'a pas envie de se soigner. Et parce que ce n'est pas le moment. Mais en même temps, il faut qu'on prenne compte de l'évolution de notre état. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant dans l'expérience patient, c'est de travailler sur la sphère biopsychosociale. C'est-à-dire, on ne va pas travailler que sur le soin, c'est qu'est-ce qui fait qu'il veut se soigner, quelles sont la motivation qu'il va mettre derrière, et comment on peut l'accompagner aussi. Ce qui veut dire que ce n'est plus le médecin ou l'équipe qui décide l'étape d'évolution, c'est le patient qui va le faire en fonction de ses possibilités et de ses envies. Et ça, c'est super révolutionnaire. Et qu'est-ce que ça change? Ça change sur la qualité. Parce que quelque part, le premier effet, c'est que ça va améliorer la qualité entre le professionnel et l'usager. Ça va améliorer aussi la façon de travailler avec les équipes, parce que ça veut dire que la fluidité ne va pas être faite de la même manière. C'est pas que chacun va dire « moi j'ai mon rôle », c'est que tout le monde a un rôle en fonction de l'envie du patient. Et ça c'est une révolution. Et pour revenir à ce que disait Alexandre, qui était super intéressant dans la certification, la façon dont a été conçue aujourd'hui la certification par la HAS, dans le livret 1, on accentue de plus en plus l'expérience patient. C'est-à-dire, c'est pas qu'un devenu aussi un principe qui doit être qui vient améliorer la façon dont on travaille avec les professionnels, avec l'usager et avec l'institution. Parce que le vrai problème, c'est qu'est-ce qui a plus besoin de tout le monde? C'est le patient. Si le patient est pris au centre, pas forcément dans le sens centre où on le met au milieu et on l'entoure et on l'empêche de parler et de faire, mais dans le sens où on travaille avec lui sur des parcours, on s'aperçoit qu'on est sur de l'innovation. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une solution unique, mais on travaille avec. Delphine Balerdi, tout à l'heure, vous parliez des actions que vous menez au sein de l'établissement. Racontez-nous ce que vous avez fait. Alors, plusieurs points. Donc, je vais rebondir
sur les propos de Sidi. Et c'est vrai que un exemple, une aide-soignante, elle est formée pour s'occuper de l'hygiène. Donc elle a son schéma. Il faut qu'on se nettoie tous les jours. C'est du nettoyage important tous les jours. Il faut qu'on passe à la douche. Il faut qu'on voilà. Bon. Et peut-être que le patient, lui, dans sa vie personnelle ou dans sa vie, c'est pas ce qu'il recherche forcément. Et l'idée, c'est de pouvoir adapter les besoins, que le personnel puisse prendre en compte les besoins du patient et prenne en charge autour de ces besoins-là. Je prends l'exemple d'un patient qui vient pour une rééducation. Le kiné, il va le faire marcher. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il monte des escaliers. Il faut qu'il marche. Or, ce patient, lui, il avait envie de jouer de la guitare. Et peut-être que la rééducation sera axée plus sur comment utiliser mes membres supérieurs pour de jouer de la guitare plutôt que comment monter les escaliers. Donc c'est toute la problématique de mettre en confrontation, ou pas en confrontation, le mot est pas bien, mais c'est du partenariat. Comment arriver à définir quel est mon projet de vie? J'ai la vie qui a été complètement bouleversée. Quel est mon projet de vie futur? Et que nous, on s'adapte au projet de vie du patient. Et ça, c'est une prise en considération du personnel importante. Et je pense que cette expérience-là a permis à faire prendre conscience au personnel qu'il fallait absolument qu'on travaille d'abord sur quels sont les objectifs du patient, qui peuvent évoluer tout au long de son séjour, mais quels sont les objectifs du patient, et que nous, on s'adapte et on adapte notre prise en charge autour des besoins du patient. Et après, deuxième action, ils avaient besoin d'être rassurés, notamment avant l'arrivée et à la sortie. Et nous, on arrive, on a des fiches d'admission, on a bien les cases remplies, c'est la mutuelle, mais finalement, on les a pas rassurés avant d'arriver chez nous. Et c'était important parce qu'ils savent pas où ils vont, ça va durer longtemps, ils savent pas ce que c'est qu'un soin de suite de réadaptation. Donc, on a travaillé sur comment informer les gens et les rassurer avant leur hospitalisation. Et ils nous ont verbalisé aussi qu'ils se sont sentis abandonnés à la sortie. Nous, on refait notre vie, on a atteint nos objectifs, et bon, ils rentrent chez eux, et finalement, ils ont vécu chez nous 6 mois, ils sont un peu désorientés. Donc, on a travaillé beaucoup aussi sur le parcours après la rééducation. Et tout ça avec les équipes. Donc, on a réussi à vraiment créer ce partenariat entre l'équipe soignante et le patient. Alexandre Berkes, quels sont les programmes que vous avez mis en place? Vous avez des exemples aussi à nous donner, comme Delphine vient de le faire? Alors des exemples, on en a quelques-uns, parce qu'effectivement, à l'échelle d'un CHU, c'est plus facile aussi. Il y a 27 000 professionnels de santé, donc proportionnellement, là, le nombre de projets est important. 2 éléments importants du point de vue méthodologique d'abord. Le partenariat avec les patients. Son postulat de base, c'est de considérer que j'ai beau être bien intentionné et compétent comme professionnel, pour autant, je ne vais pas nécessairement répondre de manière la plus adéquate et pertinente aux besoins des patients. Et ça, c'est quelque chose de difficile parce qu'on a tous cette petite voix intérieure qui pense que si je fais bien pour l'autre, globalement, c'est déjà pas mal. Sauf qu'on se rend compte, et on a plusieurs histoires, comme l'affaire du sang contaminé en France, où on a bien vu des exemples où ça ne se passait pas. Donc, premièrement, le partenariat patient vient challenger quelle est la place du patient. Et c'est donc pas juste lui demander son avis, lui demander quelle est son expérience, mais être capable de travailler avec lui pour savoir quoi aller chercher de l'expérience, comment aller chercher cette expérience, qu'est-ce qu'on fait des retours d'expérience, comment on l'analyse, et ensuite qu'est-ce qu'on monte comme projet. Donc je vous donne un exemple, l'avenir de la chirurgie robotique aux Hospices Civils de Lyon. Le directeur général nous demande, j'aimerais bien avoir un représentant de usagers qui vient parler aux chirurgiens des Hospices Civils de Lyon pour nous dire c'est quoi l'avenir de la chirurgie robotique et qu'est-ce qu'on devrait faire. Bon, un représentant d'usagers, il ne sait pas forcément, à moins que ce soit un spécialiste du sujet, c'est pas ça qu'on lui demande en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se dit, qu'est-ce que j'ai besoin pour répondre à cette question? Pour répondre à cette question, j'ai besoin de personnes qui ont eu des parcours de soins dans lesquels il y avait de la chirurgie avec robot ou sans robot. Donc on a contacté l'ensemble des chirurgiens des Hospices Civils de Lyon et on leur demande, est-ce que vous avez des patients que vous avez opérés avec des robots et qui vous ont déjà fait des retours d'expérience assez qualitatifs, un peu exhaustifs, critiques, on attend des critiques, mais d'une manière constructive qui vise à améliorer les pratiques. On a identifié une vingtaine de patients et ensuite on les a réunis en focus group et on les a fait travailler avec des représentants des usagers et des patients partenaires, c'est-à-dire des gens qui savent déjà coopérer avec les professionnels de santé, et on a identifié ensemble quels étaient les éléments d'expérience principaux qu'ils avaient identifiés dans leur parcours. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. À ce moment-là, on a donc réuni ce qu'on capte déjà aujourd'hui dans le système de santé en matière d'expérience patient, c'est-à-dire on a déjà les questionnaires d'expérience patient, dont ISATIS, on a déjà les plaintes et réclamations, on a les éloges aussi d'ailleurs, on a des patients traceurs,
Et on peut aussi compléter par quelques entretiens qualitatifs où on va aller creuser une forme de carottage sur les enjeux principaux qu'on a observés grâce à des questionnaires, mais qui ne nous disent pas exactement ce qui se passe, par exemple, au moment de l'accueil. On va dire, le questionnaire nous montre que 80% des patients, il y a un problème d'expérience au niveau de l'accueil. Sauf qu'on ne sait pas forcément ce qui s'y passe concrètement. Bah là, on peut aller faire 2, 3, 4, 10 entretiens qualitatifs, très précis, juste sur l'étape d'accueil, avec des infirmières, avec des aides-soignants, qui vont justement d'ailleurs être pas mal contents de s'engager pour améliorer les pratiques, et avec qui on va pouvoir de ce fait-là amener du matériel beaucoup plus riche pour la discussion. Et je vous garantis que ce que les chirurgiens ont donc entendu à la fin, c'était beaucoup plus intéressant qualitativement, une fois qu'on avait réuni les questionnaires d'expérience patient, les patients traceurs, l'expérience personnelle d'une vingtaine de patients, des représentants d'usagers qui nous donnent un point de vue plus macro sur les questions éthiques, politiques, économiques qu'il y a là-dessus. Bah là, vous avez une discussion qui, en termes de démocratie en santé, est beaucoup plus proche des conditions nécessaires pour mieux répondre aux besoins des personnes que ce qu'on fait actuellement. Oui, là, Sidi Mohamed Gadi, je vous voyais effectivement approuver ce que disait Delphine Balerdi et ce qu'a dit Alexandre Berkes. Je vous laisse réagir. Vous me donnez votre sentiment et puis vous me direz après comment il faut continuer. Alors, ce que j'entends, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les deux discours, c'est la notion d'espace de discussion. Parce qu'en fin de compte, le partenariat, ça se construit. C'est pas quelque chose qui se pense en disant il faut que pour faire du partenariat, mettre les gens derrière une table et on parle et c'est fini. Ça veut dire qu'il y a une notion d'accueil, il y a une notion de confiance, de moments où on peut partager des choses qui sont un peu différentes. Et c'est ce décalage qui permet de créer une discussion, donc de créer ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que quelque part, l'expérience patient va se confronter, non pas dans le sens négatif, mais ça veut dire elle va frotter un peu l'expérience du professionnel, qui va voir la difficulté au retour par un effet miroir de ce que ça produit. Parce que quand on vous dit, par exemple, tout à l'heure vous parliez de laver la personne le matin, etc. Il y a des gens, on le voit bien dans certains services, qui ne veulent pas se laver le matin, qui se lavent une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Mais si on les oblige à rentrer dans un moule qui n'est pas le leur, ça veut dire qu'ils se plient à une décision. Et comment voulez-vous qu'ils soient soignants et qu'ils se sentent acteurs de leur maladie ? Ils sont en train de subir. Donc ça veut dire qu'on ne leur laisse pas le choix de dire ce qu'ils veulent. Et la notion d'expertise dont on parlait tout à l'heure d'une certaine manière, c'est de faire appel à des gens qui ont un regard extérieur qui vont permettre d'être des facilitateurs de des négociations. Parce que c'est ça en fin de compte aujourd'hui, c'est de la médiation qu'on fait. C'est de dire aux gens, attention, est-ce que vous êtes vraiment sur son besoin ou est-ce que vous êtes sur votre façon de travailler habituelle ? Parce que si on est sur sa façon habituelle, on ne met pas en question, ça marche. Mais le vrai problème, est-ce que ça produit un effet positif et ça permet à l'individu d'être en autonomie, donc en la capacité de prendre des choix et de faire des choses? Alors là, on gagne tout. Parce que ce qui se joue, ce n'est pas uniquement l'enjeu par rapport à l'hôpital. Quand je suis hospitalisé, c'est ma façon de vivre avec ma maladie, parce que derrière, je vis tout seul. Je n'aurai pas le service, mais comment j'ai appris grâce au fait qu'on m'a fait confiance et qu'on m'a posé des questions sur qui j'étais, comment j'étais, ce que j'avais besoin, de pouvoir dire je veux ça. Parce que ce qui se joue dans les maladies chroniques, par exemple, c'est la qualité de vie. Ce n'est pas le soin. On sait qu'on va pas guérir. Mais comment je vis mieux avec ce que j'ai. Vous voyez, c'est pas la même façon de dire oui, mais c'est la meilleure thérapie. Mais on s'en fout, la meilleure thérapie. Est-ce que ça correspond à mon envie de pouvoir sortir voir des gens? C'est comme tout à l'heure avec la guitare ou marcher, etc. Il y a des principes qui ont été faits comme ça, qui sont très intéressants et qui obligent aussi à réfléchir différemment la perspective de l'expérience patient, c'est d'utiliser les PREMS et les PROMS. Parce que quelque part, on est sur des objectifs. Quand on dit à quelqu'un quel est ton objectif, c'est pas le mien, c'est que je me plie de lui pour construire avec lui. Et c'est ça la différence aujourd'hui. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Je voudrais vous redonner la parole à chacun. Delphine Balerdi, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter que vous n'avez pas encore dit? Peut-être sur effectivement le ressenti des soignants et des patients. Oui, peut-être un mot sur la formation. Je pense que la formation des soignants, vous devriez intervenir. Voilà, je crois que c'est essentiel. Il faut que les soignants ne sont pas que des techniciens. Ils accompagnent des personnes aussi et ça se prend dès la formation. Donc, petit mot sur la formation. Je pense que c'est intéressant aussi d'accompagner les soignants dans cet état d'esprit et dans cette pratique. Petit dernier mot, c'est vrai que il faut le faire avec beaucoup d'humilité et il ne faut pas braquer l'équipe soignante.
parce que nous, quand on a fait cette expérience-là, on a pris quelqu'un d'extérieur pour que la parole soit libre, que les patients puissent s'exprimer, parce qu'il y a quand même aussi la position de soignant où on se dit oulala, on va rien dire parce que sinon on ne sait pas comment ça va se passer après. Donc, et il faut accompagner le soignant à ces remarques et à l'amener à changer ses pratiques. Et il faut y aller quand même avec précaution. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, parce qu'ils font quand même leur boulot avec beaucoup de cœur, ils le font avec beaucoup de professionnalisme. Donc, il faut qu'ils soient capables d'entendre tout ça et de changer peut-être de paradigme et de prendre en considération un peu plus ce partenariat voilà, soignant et patient. Alexandre, je vous en prie, le mot, votre mot de fin, votre conclusion. Déjà, de manière synthétique, à la HAS, on a considéré qu'il y avait 3 types de contributions principales qu'un patient, un usager en général, pouvait apporter au système de santé. Donc ça, c'est important à retenir, c'est de dire, il peut m'apporter sa perspective, parce qu'il n'est pas au même endroit du système de santé, donc il va m'amener un regard notamment sur la trajectoire que n'ont pas les autres acteurs. Deuxièmement, son expérience brute. Moi, j'ai fait l'expérience de tel soin, de tel accueil, etc. Et les savoirs et compétences qu'il a développés à travers son parcours de soins et qu'il va pouvoir mobiliser pour m'aider à travailler sur les défis que j'ai dans mon établissement. Notamment, je sais pas, la mère d'un enfant qui a une maladie rare et qui va devoir être très très doué à susciter le désir de coopération entre les professionnels de santé. Il va pouvoir m'aider à co-animer une formation sur la coopération interpro dedans. Dernière chose, aujourd'hui, ce qui existe en termes de formation, pour dire, moi j'ai un jour par semaine où je suis professeur à l'EHESP et où on forme tous les directeurs d'hôpitaux, directeurs d'établissements, enfin directeurs des soins, établissements médico-sociaux, etc. Aujourd'hui, ça devient des enseignements obligatoires. Juste les directeurs de soins, je les ai 40 heures sur le sujet. Donc c'est pas 1 heure par-ci, 1 heure par-là, on a des unités d'enseignement au complet sur le sujet et qui impliquent même de l'expérimentation dans leur lieu de stage d'un projet d'intégration de l'expérience patient qui est obligatoire pour valider leur unité d'enseignement. Donc ça s'en vient. Par contre, ça va pas aussi vite dans la formation des cliniciens, enfin des soignants en général. On n'a pas autant de leadership. Mais ce qui existe pour tout professionnel aujourd'hui en France, sur n'importe quel territoire en France, on commence à avoir des ressources financées à partir de fonds publics qui existent dans des institutions publiques qui sont là pour accompagner les professionnels des établissements et même le milieu privé. Donc moi en Bretagne, dans ma structure, on accompagne des centres hospitaliers privés qui sont adhérents à la structure régionale d'appui dans laquelle je suis, où j'accompagne avec une patiente les projets d'intégration de l'expérience patient et de partenariat avec les patients. Donc aujourd'hui, on a des ressources méthodologiques en termes d'outils, mais aussi en termes de personnes qui peuvent nous aider, comme tiers de confiance extérieur, à mener ce genre d'expérimentation et même à les évaluer pour voir si l'impact qu'on désire, il est obtenu. Je vous laisse le mot de la fin. Alors, ça va être en 3 points. Le premier, c'est la valorisation pour les professionnels. Parce que de mettre au centre le patient, ça leur donne une valeur par rapport à pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils font. Et souvent, ça permet d'une fluidification de l'information, de travailler ensemble. Et ça, c'est la première conséquence qui est, même si elle est difficile, elle est réelle parce que quelque part, ils en ont le retour avec le remerciement des usagers. Parce que quand on regarde une éloge, comme tu parlais tout à l'heure, qui était très vrai, le fait qu'on vous dise que c'est bien et qu'on vous dise pourquoi c'est bien, c'est mieux que de dire c'est pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Deuxième point, sur l'implication, j'aurais réagi par rapport à Delphine sur la notion d'implication dans le service, dans le parcours, dans la formation continue des professionnels. On le fait. Ça se fait de plus en plus. C'est timide dans certains endroits, mais ça marche. C'est-à-dire qu'on est là sur des modules où on va les faire réfléchir en utilisant la réflexivité pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites, comment vous pensez, qui vous êtes par rapport aux soins et par rapport à l'autre. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent assez bien parce que ça décentre la personne. Elle est sur du récit narratif où elle raconte une histoire en fin de compte. Et en racontant l'histoire, elle raconte aussi, elle se raconte et elle voit la difficulté qu'elle a eue dans la relation avec l'autre. Le troisième point, c'est de renforcer en fin de compte ces espaces. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à appeler des patients à venir vous solliciter, à vous titiller. C'est une plus-value que vous avez aujourd'hui. Vous avez de la chance, vous ne vous rendez pas compte, parce que le patient n'est pas simplement une personne morte ou une personne qu'on doit utiliser, c'est un acteur, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir, parce qu'on ne sait pas qui est patient. Et souvent, quand on commence à regarder les patients experts ou les patients partenaires ou autres, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ce sont des gens qui ont une qualité de vie, qui ont une réflexion, qui ont poussé aussi la coopération à un degré très, très élevé. Donc faites-nous confiance, j'ai envie de vous dire. Faites-nous confiance, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Monsieur Gady. Merci Alexandre Berkes. Merci Delphine Balerdi. Bonne continuation à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Restez avec nous, d'autres entretiens à venir.